Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité parlementaire avec la reprise aujourd'hui par l'Assemblée populaire nationale de ses travaux en plénière consacrés au débat et au vote du projet de loi portant adoption du 8 mai 1945, journée nationale de la mémoire, et du projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2017. 127 nouveaux cas, 128 guérisons et 12 décès. C'est le dernier bilan des autorités sanitaires sur la situation épidémiologique en Algérie. Plus de détails dans ce journal. Nous ferons une virée du côté de la région de Tazourouk à Tamanrasset pour voir de près la réalité du développement local où des villages isolés commencent à reprendre espoir. Et puis une autre virée dans la zone de la baie de Chtaïbi, la perle des monts de Lidour à Annaba pour découvrir ces beaux paysages. Bienvenue à tous. L'Assemblée populaire nationale reprend ses travaux aujourd'hui en plénière consacrés au débat et au vote du projet de loi portant adoption du 8 mai 1945, journée nationale de la mémoire, et du projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2017. Sachez que le vote de ces deux textes se feront lors d'une plénière prévue mardi prochain. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe que lors d'une embuscade opérée dans la zone de Gadet Lahjar, commune de Taraq Ben Ziad, wilaya de Ain Defla, en première région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire s'est accroché hier avec un groupe terroriste armé, ce qui a causé le décès en martyr du caporal contractuel Znenda Mostafa pendant l'accomplissement de son devoir national. À l'issue, les détachements de l'armée nationale populaire participant à cette opération toujours en cours ont pris toutes les mesures sécuritaires nécessaires pour le bouclage et le ratissage de cette zone et la poursuite de ces criminels. En cette douloureuse circonstance, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches du Shahid, tout en réitérant la détermination et la résolution des forces de l'ANP à persévérer dans sa lutte contre toute forme de terrorisme et de criminalité organisée afin de préserver la sécurité et la stabilité à travers tout le territoire national. L'évolution de la situation sanitaire dans le pays à présent, 127 nouveaux cas, 128 guérisons et 12 décès. C'est le dernier bilan annoncé par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Écoutez le docteur Jamal Fourar. Aujourd'hui, le samedi 20 juin 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'évolution de l'épidémie du Covid-19 en Algérie. Et pour les principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 127 nouveaux cas, 128 patients guéris, 38 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec l'enregistrement de 127 nouveaux cas, le total cumulé des cas depuis le début de l'épidémie à ce jour est de 11 631, soit une incidence de 26 cas pour 100 000 habitants, sachant que 11 wilayas n'ont pas notifié ou déclaré de cas durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 12 nouveaux décès, portant ainsi le total cumulé des décès à 837. 75% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus, et 83% de ces personnes décédées, soit 10 décès sur 12, ont une comorbidité, c'est-à-dire une maladie chronique associée, soit le diabète seul, soit le diabète et l'hypertension associés en même temps. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers à ce jour, donc leur nombre est de 8 324, dont 128 cas sont guéris et ont quitté durant les 24 dernières heures les différents établissements hospitaliers. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, leur nombre est de 24 941. Et pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 38 patients hospitalisés en soins intensifs.
Et pour terminer, nous rappelons toujours que la négligence et le non-respect des règles de prévention d'une manière générale et surtout le port du masque qui est maintenant obligatoire sont des mesures essentielles pour protéger la société car elles affecteront inévitablement le développement de l'épidémie en Algérie. Merci de votre attention. Et justement, malgré cette courbe, les services hors Covid devront reprendre le travail, selon le ministre de la Santé. Abdelrahman Ben Bouzid était hier à Boumerdès où il a inauguré une nouvelle unité de dépistage du Covid-19 dans l'établissement hospitalier public de Ténéa. Un reportage Khalid Touati, le commentaire est signé Mounana Walhamoudi. Une nouvelle unité de dépistage du coronavirus vient de voir le jour dans l'établissement hospitalier public de Tnia, dans la wilaya de Boumerdès. Lors d'une visite d'inspection au niveau de cette nouvelle unité, le ministre de la Santé a annoncé la mise en place de nouvelles mesures visant à alléger la pression sur les hôpitaux. Il a également décidé de la reprise progressive des services de santé après l'arrêt de certains d'entre eux en raison de la pandémie. Selon les nouvelles données des laboratoires et les recommandations des experts, nous comptons réduire la durée d'hospitalisation des malades suspects d'une contamination non confirmée, en vue d'alléger la pression sur les différents services. Par ailleurs, nous avons appelé à la reprise des activités médicales et chirurgicales. Mais j'insiste sur le fait que cette reprise soit progressive. Dans le cadre de la relance des projets relevant du secteur de la santé, le ministre s'est enquis de la cadence de réalisation d'un hôpital d'une capacité d'accueil de 240 lits, un projet qui accuse un retard depuis 3 ans. L'objectif est la relance de tous les projets à l'arrêt à travers l'ensemble du territoire national, avec en priorité les projets de réalisation d'hôpitaux. Le ministre de la Santé a insisté sur la réception des projets dans les délais impartis. Et puis, concernant le dossier des dépouilles des Algériens décédés à l'étranger suite à leur infection au nouveau coronavirus, je vous invite à écouter le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Beledhan. La décision du président de la République a été appliquée à travers un article dans la loi de finances complémentaire. Donc il est possible de rapatrier les dépouilles des Algériens décédés à l'étranger. Et après cela, nous avons appliqué cette décision au rapatriement des dépouilles des Algériens décédés hors du territoire national des suites du coronavirus. إجلاء جثامين الجزائريين الذين توفوا ووفاتهم المنية من جراء وباء كورونا. Sur les grandes surfaces, les propriétaires des lieux restent vigilants sur les mesures barrières, thermomètre infrarouge à l'entrée, gel hydroalcoolique, pièces de monnaie torchées, de quoi mettre en confiance les clients d'un côté et briser la chaîne de contamination du Covid-19 d'un autre. Sid Ahmed Bouraïb. Mégaphone à la main, ce monsieur rappelle les mesures de prévention nécessaires pour éviter une éventuelle contamination. Les grandes surfaces, un endroit incontournable pour faire ses emplettes. Mais avec les nouvelles directives imposées par les pouvoirs publics, gérer un flux de clients n'est pas de tout repos. On a mis à disposition de nos clients tous les moyens nécessaires pour se protéger et protéger les autres. On offre une bavette à ceux qui n'en ont pas, on prend toutes nos précautions. Masques protecteurs, gel désinfectant et prise de température à l'entrée. Écrans et affiches sont aussi utilisés pour sensibiliser les clients. Rien n'est laissé au hasard, puisque même les pièces de monnaie sont désinfectées. On a obligé tout le personnel et tous les clients de porter les bavettes. On a aussi utilisé au niveau des caisses ici, on désinfecte même la monnaie. Les clients, quant à eux, sont globalement satisfaits des mesures prises par les responsables de cette grande surface. Le mieux, c'est d'aller dans des surfaces comme ça, avec une bavette, du gel, et il faut se distancer des gens. Comme ça, c'est mieux. Les mesures de sécurité sont respectées. D'ailleurs, quand on est rentré, on nous a mis du gel, on a mesuré les températures. Apparemment, c'est bon, il n'y a pas trop de monde. Il y a des citoyens, ils prennent la chose à la légère
Alors c'est quelque chose qu'on voit à l'échelle mondiale. Je prends l'exemple de la supérette dernière. Eh bien, vous n'avez pas accès à la supérette si vous ne reproduisez pas les conditions. La bavette, vous passez par le couloir, il y a pratiquement le désinfectant. Vous avez aussi le gel. Et là, c'est un truc qui devient, je dirais, ça devient une tradition. L'Algérie se déconfine progressivement et la vie commence à reprendre ses droits. Mais le virus, lui, circule toujours et la prudence reste de mise. Et à Belouizdad, le comité de quartier Selem traque le virus depuis son apparition. Plusieurs actions de désinfection de toutes les surfaces des lieux publics sont menées par les membres du comité. Les murs des quartiers ont même été embellis avec des dessins muraux. Le coronavirus, en dépit de la crise, a fait ressurgir le côté artistique de chacun. Marim Damis. C'est dans ce quartier populaire de Belouizdad à Alger qu'une armada de jeunes organise des opérations de nettoiement pour redonner une belle image à leur cité. Une action qui prend tout son sens, notamment dans la conjoncture actuelle. On est un jeune comité. On a commencé en 2019 le nettoyage, mais dans le caritatif, on est depuis 2010. On a nettoyé notre quartier, on a repeint les murs, on a des activités quotidiennes. On les partage sur Facebook, notre page voilà, comité Salam. Et on fait dans le caritatif. Depuis le coronavirus, on a changé les activités. On s'est orienté vers tout ce qui est tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est propreté, tout ce qui est prévention contre le coronavirus. En ce moment, notre comité de quartier active dans le nettoyage et la désinfection pour éviter la contamination de la population au Covid-19. Nous essayons de sensibiliser par tous les moyens les riverains quant à l'application des gestes barrières. Le va-et-vient qui met au lot, c'est au maximum. Nettoyer un lieu aussi fréquenté et populaire n'est pas tâche facile. Cette initiative est très appréciée par les habitants de la commune. Tout d'abord, il faut remercier les gens. Malgré tous les obstacles que rencontrent les adhérents du comité Selem, ils ne baissent pas les bras. Je tiens vraiment à les remercier pour leurs efforts. Je remercie infiniment l'association Jamaït Salam, des gens du marché Tnash, pour leur bénévolat dans le quartier, qui ont fait un très gros travail. On a désormais plaisir à circuler dans les ruelles de ce quartier. La propreté est l'affaire de tous, un exemple à perpétuer. Et puis à l'instar des autres activités, un protocole sanitaire a été mis en place par le service commercial du tramway qui a repris son activité dans plusieurs wilayas du pays. Exemple dans le sud avec la reprise du tramway de Ouargla. Yamina Saïdji. Après 3 mois d'arrêt, le tramway de Ouargla a repris du service hier. Dans le cadre de la seconde phase de déconfinement, plusieurs mesures ont été mises en place, à l'instar de la réduction des 16 stations d'arrêt à 10, ainsi que la réduction du nombre de passagers, qui était de 414 à 77. Avec la reprise du tramway, la ville commence à reprendre son activité. La reprise du secteur des transports est une bonne chose. Il faut juste qu'on soit conscient et que l'on respecte les mesures de distanciation physique et le port du masque de protection. La reprise du tramway est une délivrance pour tous. La période de confinement a été très profitable pour l'entretien des rames du tramway et pour mettre en place toute une batterie de mesures préventives pour la sécurité des usagers. Les contrôleurs veillent à l'application des mesures de protection, à savoir le respect de la distanciation physique et le port des masques de protection qui sont mis à la disposition des passagers au niveau des points de vente de la billetterie. La reprise du tramway est un grand soulagement pour les habitants de Ouargla. Toutefois, le respect des gestes barrières reste le seul moyen de se protéger contre la contamination du virus. On reste dans le sud du pays. Des villages isolés dans les immenses montagnes du Hogar, du côté de Tamanrasset, commencent à reprendre espoir et à voir le développement arriver, même si des insuffisances existent encore. Virez du côté de la région de Tazrouk pour voir de plus près la réalité. Reportage Nassima Yacoubi, le commentaire est signé Abdelmajid Bankassi.
C'est entre ces montagnes rocailleuses que se trouve le petit village de Tamankadout dans la daïra de Tazrouk. Un petit hameau autrefois privé de tout. Aujourd'hui, le village commence à sortir de son isolement au grand bonheur de ses habitants. Nous avons un château d'eau. Cette salle où nous sommes, nous avons bénéficié de logements ruraux et l'éclairage à l'énergie solaire. Les choses se sont réellement améliorées. Beaucoup de villageois que nous avons rencontrés sont optimistes, même s'ils ont exprimé certaines préoccupations. Nous manquons de salles de soins, de routes, de réseaux mobiles et d'ambulances. Pour l'agriculture, nous avons besoin d'eau, mais pour faire marcher les moteurs, c'est difficile, même si nous avons l'énergie solaire. Cette structure qui avant était un espace pour les jeunes a été transformée en salle de classe où un jeune volontaire dispense des cours aux enfants du village. مستوى ما شاء الله بالنسبة لحروف الهجاء وبعض الأبجديات تعلموها Le niveau des élèves est appréciable. Ils ont une base et avec l'acquisition de cette salle, les choses vont s'améliorer à l'avenir. Non loin de là, Aïtouklen, un autre village, lui aussi connaît un début de développement. Depuis une année, nous avons bénéficié du logement rural, il y a de l'eau, les choses commencent à s'améliorer. Parmi les projets, il y a l'extension des salles de cours. Nous avons prévu également une salle de soins et une ambulance à l'avenir. La vie commence à reprendre lentement mais sûrement malgré l'austérité du relief et du climat dans cette grande région de l'extrême sud du pays. À l'étranger, plusieurs manifestants ont défilé hier dans toute la France pour réclamer la régularisation des sans-papiers. Des associations ont décidé de s'unir pour la défense des étrangers en situation irrégulière et de relancer le débat pour une régularisation de tous et sans condition. Sarah Drbella. Des milliers de personnes dans de nombreux Africains ont battu le pavé à Paris et dans d'autres villes de France pour soutenir les sans-papiers et exiger des mesures en leur faveur, notamment à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Plusieurs associations, syndicats et représentants politiques demandent aux autorités françaises de régulariser les sans-papiers. Que nous étions protégés, nous étions bien chez nous. Mais qui se levait le matin pour sécuriser la ville, pour la nettoyer, pour aller soigner, pour nous faire à manger, pour nous livrer à manger? C'était des personnes sans papier. Et aujourd'hui, elles sont là. Eh bien, elles n'ont pas d'avenir. Nous, on en a un. Nous devons leur donner des papiers parce que c'est le seul moyen de leur donner un avenir. Voilà pourquoi nous demandons la régularisation de tous les sans-papiers. C'est ce qu'a fait la France sous Jospin. Il n'y a pas eu de problème, ça a calmé la France. La France sous Macron, elle doit réussir la régularisation de tous les sans-papiers, et vite. Les étrangers en situation irrégulière dans les pays européens ont été lourdement impactés par la pandémie du coronavirus. À l'exemple de Brahim, Larbi et Sadio sont revenus permanents. Ces sans-papiers se sont retrouvés dans une situation critique. Nous avons affronté cette pandémie pour livrer les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les vieilles personnes, les personnes qui n'avaient pas d'aide. On a livré ces personnes, on les a donné un tant soit peu la joie. Et après cette pandémie, au moment où Fouchi doit nous féliciter et tout, Fouchi, on a l'impression que Fouchi nous dit « Ok, ça va, vous pouvez rentrer chez vous ». Donc on est en position des soldats de guerre qui ne sont pas récompensés. Je travaille sans papier évidemment, mais j'aimerais bien avoir Migdaroua. Même là, c'est nos frères qui sont là, qui nettoient les métros, les trains de gare, qui travaillent, qui contribuent au développement de l'économie nationale. Il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, les gens aient le droit, qui n'ont pas de papiers. Dans cette marche parisienne, la majorité des manifestants portaient une pancarte jaune avec le dessin d'un homme au poing levé. Leur mot d'ordre, la régularisation des sans-papiers et un logement pour tous.
Et partout dans le monde, depuis la mort de George Floyd et dans le contexte du mouvement Black Lives Matter, des statues d'esclavagistes, de colonialistes et de suprémacistes blancs sont tombés. Retour avec Karim Maïfa sur un phénomène sans commune mesure qui prend de l'ampleur depuis plusieurs semaines après la mort de George Floyd. Faut-il déboulonner les statues ? À travers le monde, les statues et monuments représentant des figures majeures du colonialisme et la traite d'esclaves sont devenus la cible des manifestants contre le racisme et la discrimination. Vandalisées, décapitées, voire carrément déboulonnées, ces statues sont devenues l'image visible de la lutte contre les inégalités et les différentes formes d'oppression passées et présentes. Comme ici aux États-Unis où depuis la mort de George Floyd, les revendications de nombreux Américains longtemps en suspens ont fait un retour fracassant. C'est ainsi que 3 statues de figures de la Confédération ont été mises à terre à Richmond par des manifestants. Une statue de Christophe Colomb, considérée comme génocidaire, a aussi été déboulonnée. À San Francisco, des manifestants antiracistes ont abattu à leur tour des statues, notamment celle du parolier de l'hymne américain Francis Scott Key, à la fin de la manifestation marquant le 155e anniversaire du Juneteenth, jour de 1865 où les derniers esclaves ont été libérés au Texas. Chez leurs cousins outre-Atlantique, en Angleterre, d'importantes manifestations ont eu lieu ces dernières semaines et la statue d'un esclavagiste a été déboulonnée à Bristol. Des événements qui poussent les instances à réfléchir à leur lien historique avec l'esclavage, aboli en Angleterre en 1833. Le pays avait avant cela occupé pendant longtemps une place prépondérante dans la traite négrière qui a vu des millions d'Africains être déportés vers le continent américain pour y être soumis à l'esclavage. La question du sort des statues des hommes qui ont contribué à la colonisation et à l'esclavage se pose aussi en France. À Lille, dans le nord du pays, entre 200 et 300 personnes ont manifesté devant la statue du général Faidherbe pour réclamer le retrait de cette figure du colonialisme français violent et raciste. Si cette statue est encore là, c'est sans doute parce qu'on n'a pas raconté l'histoire telle qu'elle était. C'est qu'on a présenté Faidherbe dans les livres d'histoire comme étant un bâtisseur, un administrateur, en occultant toute cette face noire, cette face de massacre collectif. Et par conséquent, nous exigeons que cette statue soit retirée, mise dans un musée et qu'on puisse, dans ce musée, expliquer toute cette période-là. Le président Emmanuel Macron a signifié son refus catégorique de tout déboulonnage de statues, une réaction qui pourrait mettre le feu aux poudres dans le camp des militants antiracistes. Le reste de l'actualité à l'étranger en bref avec Vadia Amarmi. Ignorant les mises en garde sur le coronavirus, Donald Trump a renoué samedi soir avec les meetings. Assurant être dans une forme éclatante, le président américain a fait son discours appelant ses concitoyens à se rendre aux urnes le 3 novembre pour lui assurer un deuxième mandat de 4 ans. Mais la salle qui devait consacrer ce retour n'était pas pleine. Son directeur de campagne, Brad Parscale, a reconnu que les chiffres étaient en deçà des espérances, désignant comme responsables les manifestants radicaux et une semaine de couverture médiatique apocalyptique. Plusieurs personnes ont été poignardées samedi soir dans un parc à Reading, à l'ouest de Londres, et transportées à l'hôpital. Un homme a été arrêté sur les lieux. La police et les secours sont intervenus sur place après avoir été appelés en début de soirée pour un incident dans lequel plusieurs personnes avaient été poignardées à Forbury Gardens vers 19h locale. Un périmètre de sécurité a été mis en place sur les lieux et la police a lancé un appel au public pour éviter la zone. À la frontière entre la Lombardie et les Alpes italiennes, entre 2700 et 3000 mètres d'altitude, le glacier de la Presena s'étend sur 100 000 mètres carrés. C'est la principale attraction de ce coin de paradis, une destination pour les amateurs de montagne. Comme tous les glaciers, le Presena subit également les effets du réchauffement climatique qui réduisent sa taille chaque année. De nombreux astronomes amateurs ont eu la chance d'observer ce matin dans le ciel d'Afrique de l'Est pour le solstice d'été une rare éclipse solaire de type cercle de feu. Ce phénomène astronomique qui ne se produit qu'une ou deux fois par an a débuté peu après le lever du soleil au centre de l'Afrique, traversant la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le nord de l'Éthiopie, avant de prendre la direction de l'Asie pour finir dans l'océan Pacifique au sud de l'île de Guam à 9h32 GMT.
GMT. Dans ce type d'éclipse, la Lune passe devant le Soleil dans un alignement avec la Terre suffisamment parfait pour le cacher, mais pas entièrement comme lors d'une éclipse totale. La Lune n'étant pas assez près de la Terre, il s'agit d'une éclipse annulaire, c'est-à-dire qu'à son maximum, il reste un anneau autour du Soleil appelé cercle de feu. On revient en Algérie pour vous proposer cette virée dans la baie de Ch'taibi, la perle des monts de Ledoug à Annaba. Des images, vous allez le voir, qui vous donneront certainement envie de piquer une tête. Reste à prendre votre mal en patience. Les plages sont toujours interdites à la baignade, mais l'accès est libre avec nous dans ce reportage de Rahim Abdelaziz. Ch'taibi, c'est une belle baie au monde. Et les années 80, il y avait beaucoup de touristes, il y avait beaucoup de monde. Mais malheureusement, à partir des débuts des années 90, ça a commencé à regresser. Alors, Ch'taibi est un site naturel, vierge, avec beaucoup de potentialités. Ch'taibi a besoin d'infrastructures. Il n'y a pas de pollution à Ch'taibi, il y a des plages au sable fin, il y a des plages immenses. Je peux vous citer la plage qu'on appelle les Sables d'Or, la plage Baie Ouest, la plage Oued l'Ghlem. Et avant de se quitter, on vous laisse admirer cette belle éclipse solaire exceptionnelle de type cercle de feu. Le phénomène astronomique qui ne se produit qu'une ou deux fois par an a débuté peu après le lever du soleil à 3h45 GMT au centre de l'Afrique. Les habitants de Tamanrasset au sud du pays ont eu la chance de l'admirer. Admirez vous aussi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.